Bonjour à toutes et tous. Gauthier Poirier du groupe ornithologique et naturaliste dans les Hauts-de-France, sur le pôle littoral à Boulogne-sur-Mer. Je vais vous présenter du coup le suivi des échouages d'oiseaux marins et les indicateurs écoquio qui y sont associés. D'abord un petit peu d'historique. Le suivi oiseaux échoués, le recensement des oiseaux échoués le long de la côte des Hauts-de-France, c'est la doyenne des enquêtes du GON. C'est une enquête qui est aussi vieille que le GON. Le GON est écrit en 68 et la première enquête oiseaux marins échoués, c'est en 69. C'est en partenariat avec les partenaires sur les 3 anciennes régions, donc Nord-Pas-de-Calais, Picardie et puis Normandie, donc avec le groupe ornithologique normand et Picardie Nature. Ça a été coordonné pendant très longtemps par le groupe ornithologique normand, et à l'heure actuelle, c'est coordonné par le GON Nord. À partir de 2004, il y a eu l'indicateur écoquio fulmar litter, donc plastique dans les estomacs de fulmar, qui a été mis en place. À partir de 2014, oil guillemot, donc guillemot mazouté. Et du coup, à partir de 2019, il y a eu des extensions à d'autres espèces, et du développement d'indicateurs, en fait, de la prise de connaissance sur d'autres pressions sur les oiseaux marins, notamment sur les captures accidentelles par la pêche et sur les pathogènes. Un petit peu de contexte international, donc tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de la convention OSPAR, la convention de mer régionale Oslo-Paris, dont les États membres sont au bord de l'Atlantique et de l'océan Arctique, et qui enjoint les États membres, du coup, à atteindre le bon état écologique et donc à documenter l'état écologique par des indicateurs. Et ça a été repris en 2008 par la DCSMM, la directive cadre stratégique par le milieu marin dans l'Union européenne, qui a repris pas mal d'indicateurs au SPAR. Et à l'heure actuelle, du coup, en France, c'est piloté par l'OFB. Donc, qu'est-ce qu'EcoQO? Je vous en ai parlé. Donc, ça veut dire Ecological Quality Objectives. Et nous, on va s'intéresser particulièrement à l'EcoQO particules plastiques dans l'estomac du fulmar, donc qui rentre dans le descripteur 10 déchets marins de la DCSMM, et l'indicateur guillemot mazouté, qui rentre dans le descripteur 8 contaminant. Donc, qu'est-ce qu'un indicateur? En fait, un indicateur, c'est utilisé pour savoir si on est en bon état écologique ou pas. Donc, en fait, on met en place de manière un peu empirique des valeurs seuil. Donc, on considère qu'on atteint le bon état écologique quand moins de 10% des fulmars ont du plastique dans l'estomac, et quand 10% des guillemots qu'on retrouve à la côte sont mazoutés. Moins de 10% des guillemots à la côte sont mazoutés. Donc, on utilise les oiseaux marins en tant que bioindicateur de la qualité du milieu. Concrètement, comment ça se passe? C'est des prospections hivernales bimensuelles, donc du 15 décembre au 15 mars, sur des secteurs échantillons sur toute la façade Manche-Mer du Nord, donc Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie. Là, vous avez l'exemple du coup des secteurs qu'on suit, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on a un comptage de toutes les espèces et un ramassage du coup de fulmar et du guillemot, et aussi du torda, de l'atrida et du foot-bassan. On reviendra plus tard sur pourquoi on ramasse aussi ces 3 autres espèces. Premièrement, donc l'écoquio, particules plastiques dans l'estomac du fulmar. Comment du coup les fulmars sont amenés à un gerrier plastique, en fait. Donc il y a une étude qui a été un peu controversée depuis, mais du coup qui donne quand même des éléments intéressants sur l'ingestion de plastique, puisque du coup il y a du biofouling qui se met sur les particules plastiques, donc des planctons qui se développent dessus et qui produisent du DMS, qui est en fait une molécule odorante qui attire les oiseaux marins. Et en fait les oiseaux marins du coup sont attirés par les plastiques et auraient tendance plus à l'ingérer dans ces conditions. Quels sont les effets? Il y a un effet de satiété, donc tout au long de la vie des oiseaux qui ne peuvent pas recracher ces plastiques, ça s'accumule dans les estomacs et en fait les oiseaux s'alimentent moins. C'est vecteur de contaminants, donc à la fois des contaminants environnementaux qui s'absorbent sur les plastiques et aussi du relargage des contaminants contenus directement dans les plastiques, donc les plastifiants les phtalates. Et puis il y a carrément du coup des pathologies qui ont été décrites à cause du plastique, notamment la plasticose, qui sont des tumeurs nécrotiques liées aux lésions à l'intérieur, au frottement dans les tractus digestifs. Ça, c'est le nombre cumulé d'espèces dans lesquelles on a trouvé du plastique depuis les années 60. On en trouve de plus en plus. Concrètement, qu'est-ce que c'est le plastique qu'on trouve dans les estomacs de fulmar? Donc, les 2 principales catégories, vous les avez là. Du coup, à gauche, c'est ce qu'on appelle des chips de plastique, et à droite, c'est des microbilles de plastique. Et en fait, ça a deux origines différentes. À gauche, c'est les produits manufacturés qui ont été fragmentés par la mer. Donc, c'est des produits qui sont issus de nos déchets, en fait. Et à droite, c'est un précurseur industriel, en fait. C'est des billes de plastique qui sont fondues pour fabriquer des produits manufacturés. Donc à gauche, c'est vraiment la fin du déchet, et à droite, c'est le début. Là, c'est une laisse de mer où on a les deux types de déchets, à la fois les billes et puis les chips. On trouve aussi des morceaux de plastique issus de la pêche, donc ça, c'est des morceaux de filet. On trouve d'autres choses que des plastiques. Là, je vous ai présenté les plastiques, mais on trouve aussi d'autres choses. Là, c'est des paraffines qui sont utilisées pour nettoyer les cuves de fioul en mer.
On trouve aussi des éléments naturels issus de l'alimentation directe des fulmars, donc là c'est des becs de céphalopodes. Et à droite, du coup, ça peut aussi permettre de faire une veille sur les espèces invasives, puisque c'est des graines de sargasses. Du coup, à l'échelle de la mer du Nord, donc là c'est vraiment à l'échelle de la mer du Nord au sens large, du coup ce qui est appelé mer du Nord par OSPAR, vous avez la valeur seuil qui est en rouge là, de 10% des fulmars, et on peut voir que on est toujours au-dessus, quoi. Les fulmars ont toujours plus de plastique, il y a toujours plus de 10% des fulmars qui ont du plastique dans l'estomac, donc on n'atteint jamais en fait le bon état écologique en mer du Nord. Et si on s'intéresse à ce qui est appelé manche par OSPAR, donc c'est-à-dire la manche mer du Nord pour nous, donc les côtes en gros du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et de Normandie. Ça, c'est les suivis depuis 2004 sur les fulmars et on est très très loin des objectifs de 10%. Sur le dernier rapportage GCSMM qui a pris les années 2013-2019, on est largement au-dessus de la valeur seuil, donc le bon état écologique n'est pas atteint. Sur les types de plastiques qu'on retrouve, c'est principalement des plastiques ménagers, donc ce que je vous ai montré, des chips de plastique, donc en gros des plastiques issus des déchets. Voilà pour les plastiques dans les fulmars. Sur les guimauves mazoutés, donc c'est du coup les effets des pollutions de récobure, il y a une perte d'étanchéité, donc en fait les plumes sont agglomérées par le mazout et l'oiseau n'est plus étanche et peut mourir d'hypothermie. Il y a des intoxications directes par l'ingestion de boulettes. Il y a des effets sublétaux qui sont dus aux contaminants type HAP en fait, qui sont relargués par les hydrocarbures. Et c'est historiquement du coup un gros problème, hein, ça c'est des données historiques. On avait en Manche des fois plus de 75% des guillemots qui étaient mazoutés. Pour du coup mer du Nord au sens large, donc en Belgique c'est celui depuis les années 60 et en fait ça ne fait que baisser, c'est plutôt une bonne nouvelle ça pour le coup, il y a de moins en moins de guillemots mazoutés retrouvés à la côte. Aux Pays-Bas c'est pareil. Et si on passe sur nos données du coup en Manche mer du Nord, les données depuis 2008-2009, on voit qu'au début des années 2000-2010 on avait encore beaucoup de guillemots mazoutés, mine de rien on était entre 40 et 50% de guillemots mazoutés retrouvés à la côte. Et puis à partir de fin des années 2010, du début des années 2010, on flirte en fait avec la valeur seuil, on est un coup en dessous, un coup au-dessus. Et sur le rapportage GCSMM qui a pris les années 2015-2020, donc sur la région Normandie, on est au-dessus des 10%, mais par contre en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais, on est en dessous de ces 10%, ce qui fait qu'au total, sur la façade Manche-Mer du Nord, on est à 9,8% de guillemots mazoutés, ce qui fait qu'on se trouve tout juste en dessous de la valeur seuil des 10%, donc c'est considéré comme du bon état écologique. Voilà pour les indicateurs donc, historiques et qui sont vraiment rapportés à l'Union européenne, mais du coup on prend aussi plein d'autres infos sur les oiseaux qu'on ramasse, et notamment sur les captures accidentelles. Donc pourquoi les captures accidentelles? C'est la cause de mortalité principale sur les oiseaux marins dans le monde, avec presque 22% de causes de mortalité directes sur les oiseaux à l'échelle mondiale. Donc là c'est les photos un peu trash, désolé. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on détermine que l'oiseau est mort de capture accidentelle? Donc c'est des oiseaux qui sont en général en bonne santé, avec des muscles bien développés, une couche de graisse bien présente, mais la présence de liquide dans les voies aériennes, donc là du liquide dans la trachée, du spume dans les poumons, c'est un genre de mousse rosée du coup dans les poumons, un estomac plein, c'est un oiseau qui n'est pas mort de faim, du coup il est en pleine digestion, donc clairement l'oiseau n'est pas mort d'épuisement physiologique. Et des critères externes qui peuvent être des critères de démaillage, une tête, des pattes arrachées, des fractures, voilà. Il y a aussi le critère interne comme de la congestion du système nerveux. En fait, tout ça, c'est un faisceau d'indices qui va permettre d'orienter vers une capture accidentelle possible, probable et très probable. Et donc, au niveau résultat, du coup, là, vous avez les pourcentages de capture accidentelle possible, probable et très probable dans toutes les causes de mortalité qui ont été identifiées ou non. Donc là-dedans, vous avez aussi les causes non identifiées. Donc sur les guillemots qui représentent le plus gros échantillonnage qu'on ait, puisqu'on a 121 oiseaux sur la période des 6 ans qui a été considérée. J'ai oublié de remettre les dates, c'est 2019-2025 les dates. Du coup, chez les guillemots, on est à 32% de capture accidentelle au moins possible, mais ça peut monter beaucoup plus haut, donc on a des échantillons moins gros, par exemple sur les fous, on a que 25 oiseaux, mais on est à 64% de mortalité causée par la capture accidentelle au moins possible, et 24% de très probable, avec un nombreux faisceaux d'indices qui orientent vers ça. On regarde aussi les pathogènes, donc notamment le parasitisme, qui peut avoir de nombreux effets négatifs, parfois sublétaux, donc c'est pas forcément ce qui va causer la mort de l'oiseau, mais sur des oiseaux en stress physiologique, ça peut altérer encore l'état de santé. Chez les guillemots, la moitié des individus sont parasités, notamment avec des nématodes. Chez les fulmars, c'est les 3/4 des individus qui sont parasités. Chez les moitridactyles, ça peut ponctuellement être le cas. Là, en 2021, il y avait 3 individus sur 5 du coup, qui avaient des parasites dans les intestins.
Et chez les pingouins torda, il y en a de temps en temps, mais c'est moins régulier que chez les guillemots. Il y a des suivis bactériologiques aussi qui sont faits donc avec des infections primaires, donc avec des maladies. En fait, les oiseaux vraiment contractent une maladie et peuvent en mourir, notamment avec le colis, donc pour la colibacillose, avec des pastorelloses, avec des salmonelloses. Et puis des infections secondaires, donc c'est des indus qui sont déjà en stress physiologique et qui sont déjà affaiblis et qui en fait contractent des bactéries et qui leur mettent encore la tête sous l'eau, quoi. Il y a de la mycologie qui est faite, ça concerne principalement les guillemots, du coup, avec une pathologie associée, l'aspergillose, qui en fait atteint les voies aériennes, qui diminue la capacité respiratoire et qui provoque à terme la mort de l'individu pour les cas graves. Voilà, je suis passé assez vite, hein, du coup, s'il y avait des questions, mais voilà.